Slimane, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Slimane, Slimane, c'est ça. Le gagnant de la saison 5 de The Voice est Slimane. L'équipe de Florent Pagny, Slimane. Sacré, plus belle voix de France. Voilà, vous avez gagné The Voice en 2016. C'est bien la preuve que c'est truqué quand même. Ensuite, il y a eu ça. Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Et aujourd'hui, il y a ça. Maman, pour la première fois, j'ai raté ton anniversaire. Pendant un an, je n'étais pas là pour mes amis. Eux qui m'avaient soutenu comme une deuxième famille. À tous, je vous promets de faire attention, de ne pas devenir l'outil d'une putain d'ambition. À tous, je vous demande pardon. Et comme d'hab, je le fais en chanson. 1, 2, 3, solide. 1, 2, 2. 3, solide, solide. 1, 2, 2. Bravo. Alors, l'album aussi, entre la pop, le slam, les variétés, les sonorités orientales, c'est une espèce de melting pot musical, en fait. Difficile à qualifier, mais c'est très bien. Ouais, c'était un vrai choix. Aujourd'hui, je crois qu'on consomme la musique différemment. Moi, par exemple, j'ai des playlists dans mon téléphone. Ouais. Et dans ma playlist, il y a de tout univers confondu. T'as Dany? Et comment? Tu as Dany dans ta playlist? Ma sœur est fan de Dany Briand. Non, mais toi? Et non, oui, j'ai déjà écouté parce qu'elle est fan chez moi. Donc, je trouve qu'on consomme la musique différemment. Et j'ai pensé cet album comme ça, comme un album playlist un peu, avec différents univers et se laisser le droit de ne pas être dans un carcan et obligé de faire un seul registre. Vous revenez sur votre soudaine notoriété après The Voice. Injustifié. Et vous dites, peut-être c'était trop d'un seul coup. Je voulais qu'on parle de musique, pas de ma sale coupe. À tous, je vous promets de faire attention, de ne pas devenir l'outil d'une putain d'ambition. Oui, bien sûr, quand il y a un tourbillon médiatique qui se passe autour de toi, ben, les premières peurs, c'est de partir en vrille et de ne pas être là pour les gens que t'aimes et qui ont été là tout le reste de ta vie. Et ça fait partie de mes questionnements et c'était important d'en parler. Bon, à un moment, vous avez senti que voilà, vous passiez un peu de l'autre côté, quoi? Pas de l'autre côté, mais que je perdais des moments importants, des moments de vie simples avec ma famille, mes amis, mais comme n'importe quelle personne qui donne tout pour son travail, on peut passer à côté de la vraie vie, et quel que soit le travail, et c'était ça aussi. L'anniversaire de votre mère. Ouais. Oh là, l'enculé. Comment t'as pu oublier? Moi, je l'ai appelé en plus. C'est vrai? Bah ouais. Ça m'étonnerait parce que mon père, il t'aurait vite appelé après. Alors, votre mère, donc Zaya, qui vous a mis au monde le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne. Elle était vendeuse au départ, puis ensuite elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses 4 enfants. Votre père, Ginali, était gérant dans un magasin de vêtements. Et là, à l'âge de 12 ans, le destin. Vous voyez un enfant chanter à la télé et vous dites à vos parents que vous voulez absolument faire la même chose. C'était pas Jordi, au moins? Non. Non, c'était une émission qui s'appelait Graines de Star à l'époque. Ah, laisse tomber. Ouais, et je leur dis, mais moi aussi je sais faire ça, laissez-moi chanter. Et je chante une chanson de Goldman, et ma mère, alors que j'ai dû très très mal chanter, me dit, ah mais c'est fantastique. Et à partir de ce moment-là, ben, je me dis que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Alors, effectivement, votre mère trouve que vous chantez bien, elle vous a inscrit dans une chorale. C'était une chorale gospel. Ah ouais. Ouais, et voilà. Vous chantiez au Happy Days, alors? Exactement, ça faisait partie. Bah oui. Ouais. Et c'est super la chorale parce que ça m'a permis d'apprendre l'écoute et aussi l'humilité parce qu'on chante toujours avec d'autres gens. Ouais. On n'a pas forcément les solos, voilà, on est en chœur. Il y a quelque chose qu'on dit sur les chants de chœur que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit que les chœurs battent en même temps parce qu'on prend les respirations en même temps et qu'on chante. Et je trouve ça trop beau et c'est un peu ce que ça m'a appris. Alors, le problème à l'époque, c'est le surpoids.
Vous êtes allé jusqu'à combien? Parce que moi, j'ai été obèse, c'était médical même, je suis monté jusqu'à 125, 130. Ah ouais. C'est Nathalie Dupuis, votre coach vocal, que vous pouvez remercier, parce que là, vous êtes très bien. Non, ça va, là? Ouais, je suis toujours en lutte, moi, toute ma vie. Je pense que c'est comme quand ça. on a été gros, moi, c'est pareil. Je fais attention à ce que je mange. Mais ouais, Nathalie, un jour, elle me dit, tu sais, si tu as envie de dire des choses et qu'on t'écoute, faut que tu aies la stature de quelqu'un qu'on écoute et arrêter de te protéger avec tes kilos aussi. Et ça a vachement compté, ça a résonné en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ça allait changer. Vous avez décidé, dites-vous, d'abandonner les rondeurs de l'enfance. C'est ça. C'est joli. Ouais. Alors voilà, après, vous vous lancez dans la chanson, vous courez les auditions, vous faites des petites scènes. Vous jouez à l'Orphée, qui est un ancien club échangiste de Pigalle. Ouais. Rue Fontaine. Oui, tu connais? Moi, je connais pas. non, c'est un bar. Non, aujourd'hui, c'est un piano-bar, où il y a plein de chanteurs qui viennent, connus, pas connus, et voilà, ça chante autour d'un piano. Et... Quand vous êtes arrivé là-bas, c'était fini, le club échangiste, c'était terminé. Oui, bien sûr. Bah, je dis ça pour votre mère. Restait des capotes sur le piano, mais bon. Mais en tous les cas, vous dites, je viens d'une école où l'on chante devant 3 personnes à 2h du matin. C'est sûr, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Ouais, ça m'a appris à essayer de capter les gens et à chanter pour des gens qui sont pas là pour toi. Oui, après, quand on fait The Voice où tout le monde est là pour vous regarder, c'est quand même, c'est plus facile, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça change. Donc, il y a The Voice, ça a marché. Et grâce à votre bonnet, vous devenez aussi célèbre pour les Français que le commandant Cousteau. Je crois que aujourd'hui, c'est à peu près du même niveau. Alors vous dites que le bonnet, c'est en souvenir de mon arrière-grand-père. Pourquoi, il était chauve? Non, mais il était sûrement un peu fou comme moi parce qu'il habitait en plein désert d'Algérie. Il avait un bonnet et j'ai jamais compris pourquoi. Oui. Alors voilà. Alors, malheureusement, le succès n'occulte pas la haine des réseaux sociaux. Vous êtes fait allumer comme personne. Ça vous fait du mal, vous? Ça m'en a fait. Aujourd'hui, ça m'en fait beaucoup moins. J'ai appris à prendre du recul face à ça. Et j'avais jamais connu ça. Moi, je viens d'une cité où les gens, sur le même palier, il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens, et on mange tous les uns chez les autres. Vous approchez d'être musulman. Ouais, aussi. Et je connaissais pas tout ça. Et en évoluant dans le milieu de la musique non plus, parce que c'est un milieu quand même assez ouvert et tout ça. Ouais. Et quand j'ai été face à ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça existe. Et peut-être que si t'arrives tout ça dans ta vie, c'est OK pour faire de la musique, mais OK peut-être aussi pour essayer de défendre les choses en quoi tu crois. Vous avez eu une très bonne réponse. Vous avez dit, qui que je sois, je suis heureux de ne pas être vous. Oui, je pense que moi, j'ai pas honte de le dire. Si vous voulez quoi, on m'a traité d'arabe, PD et de je sais plus quoi. Et pourquoi tu réponds aux cons? Parce que des gens n'ont jamais répondu à certains cons qu'on a vécu les pires misères de la Terre. Et je veux pas faire partie de ceux qui se taisent. Tu crois que tu peux les éduquer? Je crois que je sais pas si on peut rééduquer les gens et c'est pas ma place, mais en tout cas je peux mettre en lumière le manque d'éducation et c'est important. Ben, ce que vous avez mis aussi en lumière, c'est les contrôles de police, c'est votre histoire du Thalys. Vous êtes dans le train, on demande les papiers à tout le monde, le seul qu'on fait chier, c'est vous. Ouais, pareil, en fait, c'est juste à un moment donné se rendre compte que, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être seulement un chanteur. Et à un moment donné, quand on a la chance d'avoir une tribune, faut l'utiliser. Et pour toutes les fois où je me suis fait contrôler depuis que je suis tout jeune, un jour j'avais des livres dans mon sac et le mec m'a dit « Ah, toi, tu lis ». Tu vois, ça vient de là et ça commence très jeune. Et pour toutes les fois où mon frère se fait contrôler, ou mes cousins se font contrôler, mes cousines, pareil, je me dis, toi, tu as la chance de pouvoir en parler et c'est important. En fait, vous étiez plus vexé parce que on vous demandait vos papiers ou parce que le mec vous reconnaissait pas? Non, j'étais sincère. Mais c'est même pas que pour moi que je suis vexé. Je me suis mis à la place franchement, je me suis mis à la place de mon petit frère qui a 18 ans, qui est en pleine construction. Non, mais vous avez raison. Et qui se fait contrôler, et son pote non, pourquoi? Et je me dis qu'un minimum juste de psychologie dans la manière de faire les contrôles, c'est toujours bien. Tu peux prendre 3-4 cartes d'identité, ça te coûte rien. Et au moins, la personne qui se fait contrôler, elle se sent pas différente. Bravo. Très bien. Non, vous allez chanter un peu après ces moments un peu lourds. Vous allez nous faire « Viens, on s'aime ». Avec plaisir.
s'aime, viens on s'aime. Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens on s'aime, viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Oh, 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 oh. Ils pourront parler du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle, prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir, mais après la peine et les cris sèchent les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime, viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de l'amour, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Encore une nuit. Encore une nuit. On s'aime. Bravo. Comment ça va, Jonathan? Bien, bien. Ça marche le spectacle? Oui, oui, je suis très, très heureux. Très Alors, heureux le de ce spectacle s'appelle Looking for Kim. Le pitch, c'est l'histoire d'un petit gars très frustré Ah ouais. qui vante les C'est mérites moi. des plus grands dictateurs de l'histoire, Hitler, Néron, Staline, Amin Dada, et comme Ardisson. le titre l'indique, le plus mystérieux des dictateurs, Mr. Kim, le coréen. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Alors, tu dis que dictateur, c'est le plus beau métier du monde. Non, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait un parallèle entre la dictature et le seul en scène. En fait, la dictature, c'est un one-man show qui a mal tourné. Oui. Mais il y a un petit peu ce même rapport. C'est-à-dire que c'est un type qui est seul face à un public, sauf que là, le public, bah, il est obligé de rire au lieu de Ouais. durer une heure Ah ouais, et là, demie. y a pas de le choix, rire, là. Sinon, tu d'applaudir, mords. et voilà, et ça dure pas une heure et demie, ça dure parfois 40 ans. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont tous des moustaches, les dictateurs? Les moustaches, je ne sais pas, j'imagine que c'est une façon de s'afficher comme un mâle dominant. Alors, c'est vrai que la moustache, voilà. Même Margaret Thatcher a une la moustache. On regarde à quoi ça ressemble. Non, non, si seulement il était resté peintre. Ah oui, tout est parti de là pour Hitler. Hein. C'est un artiste raté, incompris dans le meilleur des cas, qui a fait de sa rancune et de son aigreur un génocide. Je vais vous dire, depuis que j'ai appris ça, à chaque fois que mon fils fait un dessin, j'ose pas lui dire que c'est moche. Il y a des toiles d'Hitler qui passent en vente parfois. Faut quand même imaginer la gueule de l'acheteur qui lève le bras pour faire monter les enchères. 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Ah, GG, c'est pour le monsieur avec la chemise brune, au fond. Et puis la timidité aussi. On a beaucoup décrit Hitler comme un garçon timide, renfermé. Parfois, je me dis, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Imaginez le compte Facebook d'Adolphe, l'orientation de ses likes, de ses hates, ses petites pensées sur Twitter. Trop vénère, mon voisin juif a joué du violon toute la nuit, je me sens d'une humeur massacrante pour les 35 années à venir. Hashtag facho-fragile. Une légende raconte que la cause de son antisémitisme serait qu'il a attrapé la syphilis avec une prostituée juive dans sa jeunesse. Si c'est le cas, le mec était quand même très revanchard, hein. Non, parce que moi, j'ai attrapé un orgelet avec une pute bretonne. Je suis désolé, ça m'a pas empêché d'aimer les crêpes, hein. Voilà, Jonathan Lambert, le King for Kim.
Alors, c'est un peu comme le spectacle de Jérémy Ferrari. Derrière les vannes, il y a un gros boulot de documentation pour trouver des tas d'anecdotes qui sont vraies en général. Ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup documenté, des livres, des bios, des images d'archives sur le net. Je me souviens d'une anecdote à la FNAC, notamment concernant Hitler. Il y a ce livre qui s'appelle Dans les testicules d'Hitler. Il avait qu'une couille, Hitler. Alors ça, c'est une légende, parce qu'il y a quand même beaucoup de légendes. Et donc, le vendeur à la FNAC me dit, en fait, monsieur Lambert, vous savez, j'ai reçu ce fameux livre sur la vie sexuelle d'Hitler. Donc, il y avait un type qui était à côté qui m'a regardé, il a dû dire, mais ce type est complètement malade. C'est quand même assez tordu. Et il baisait donc, pas Hitler. Non, il paraît qu'il Et il pétait tout le temps. Ça, je sais pas. J'ai pas été jusque sous les draps. Mais Hitler avait des gaz, c'est très connu. On dit même qu'il était un brin zoophile. Ouais, avec sa chienne Blondie. Des zoophiles? Oui, il y a des... Non, mais après, il y a tout maintenant, un tas vous noircissez. Je crois que c'est Bernanos C'est facile, il est mort. Je crois que Bernanos avait dit cette phrase, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Absolument. Ce qui est quand même... juste, c'est vrai qu'il a dit ça. Je sais pas si c'est juste, mais en tous les cas, c'est une tournure. Est-ce que tu sais qu'il était junkie, Hitler? Aussi, ouais. En fait, je crois qu'on peut tout mettre sur la gueule Hitler. De toute façon, il faisait des et puis on a envie de tout lui mettre. Oui, c'est ça. Il faisait des shoots. Connard, Hitler. Ça dénonce, hein, cette semaine. C'est une émission qui n'a pas peur. Hein, si tu nous entends. On apprend aussi dans votre spectacle que Staline aimait porter des robes. Ouais, parce que pour renflouer les caisses de la Révolution quand il était plus jeune, il se déguisait en bonne femme pour faire des casses dans les banques. Donc c'est quand même... Non, mais c'est inouï. En fait, moi, ce que j'ai cherché à travers ce spectacle, c'est évidemment pas de raconter les horreurs qu'ils ont commises, on les connaît toutes, et c'est pas de dire que ce sont des salauds, ce serait enfoncer les portes ouvertes, mais c'est plutôt d'aller chercher les petites anecdotes, la petite histoire, mais qui est parfois révélatrice de la grande histoire, et révélatrice surtout de leur personnalité. Alors Staline, il voulait assassiner John Wayne parce qu'il détestait les westerns. C'est dingue. Il trouvait que c'était une propagande anticommuniste, donc il a fait envoyer 2 espions à Hollywood pour le tuer. Alors heureusement, l'attentat évidemment a été déjoué, et je dis heureusement parce que son John Wayne, je ne vois pas ce qu'Eddie Mitchell aurait diffusé dans la dernière séance. Alors, il y a aussi Idi Amin Dada, qui était le dictateur de l'Ouganda. Alors lui, il jetait ses ministres au crocodile. Hein. 9 fois champion d'Ouganda, catégorie poids lourd de boxe, 1m90, 120 kilos. Hein, Dada était dodu. Alors il jetait ses ministres au crocodile, et au bout d'un moment, les crocodiles étaient tellement repus qu'ils ne touchaient plus au cadavre. Ça obstruait les barrages électriques, et il y avait ça provoquait des pannes. Voilà, donc on n'aurait pas pu faire une émission comme ça. Il en a fait vendre du Lacoste. Hein. Est-ce que dans les dictateurs que tu traites sur scène, est-ce qu'il y a Catherine Barma? Non, mais alors c'est quand même un fait, il y a quand même pas de dictateur femme. Donc quand même, on se rend compte que c'est un mal du mal, quoi. Ouais. Alors, tu parles de Néron, mais il y a un autre empereur romain dont tu aurais pu parler. Caligula. C'est Maximus. Ah, bah oui. Je pense que ça a participé, ça m'a donné un peu le goût d'écrire ce spectacle, parce que je me suis effectivement, comme j'ai joué un espèce de César d'opérette dans la série Péplum pour M6, mais le fait d'abord, la tauge, les sandales, tout ça, c'est très agréable, et le caprice, et pouvoir faire ce qu'on veut, c'est génial. Donc je pense que ça a participé aussi à mon envie d'écrire ce spectacle. Il est grave, Maximus. Il est en regard. Ouais. Dites, vous êtes sûr pour les trompettes? Ça fait pas un peu trop... Ah non. Non, ça donne de la prestance quand je parle. C'est solennel sans être trop. Tiens, tu me passes le pain, s'il te plaît. Pas que j'en mange trop, parce qu'après, ça me ballonne. Ouais. T'as raison, c'est trop. Barrez-vous! Barrez-vous! Regarde, Maximus, quand même, il est pas mal. C'est pas faux. En tout cas, moi, j'ai rien contre le principe, hein. Ouais. Mais c'est le côté pressant qui me gêne un peu. Bah, moi, pareil. Bon, on n'est pas des machines. Voilà. Moi, je serais d'avis qu'on les fasse poireauter un peu. Carrément. Si on veut, on peut les faire lanterner 1 semaine, bien 7 jours. Ouais. Juste pour le principe, quoi. Au moins jusqu'à demain, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, faut qu'on change de sujet, parce que ça commence un peu à me... Quoi? À me titiller. Dans le bas du ventre, ça me... Comment ça? Mais ça fait des petits papillons. Un petit peu chaud, comme ça. Oula, vous voulez que j'appelle le Médici? Faut pas rester comme ça, hein. Petit coup. Hé, j'ai rien sous ma toge. Pardon?
Je vais tout virer, je suis complètement à poil là-dessous. Alors, juste 2 secondes, parce que là, je suis sur quelque chose de très important et je voudrais le finir pendant que c'est encore un peu frais dans ma tête. Oh oui, pardon. Merci. Mais, t'as déjà essayé? Quoi donc? De rien mettre. Écoute, c'est incroyable. J'ai l'impression que le monde a changé. Merci. 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 Et merci à toi. Ça fait du bien. Je suis très touché. Okay. À chaque fois que je voyais ça dans les émissions, je me disais un jour j'aurai mon triomphe romain. Tu l'as. Voilà. Alors, tu as une vraie passion en fait pour le travestissement. Ça date pas d'hier. Ton précédent spectacle s'appelait Perruque. Et puis on se souvient effectivement de tes personnages. Damien Baiser dans Comédie ou chez Ruquier le samedi soir. Oui, j'ai toujours une passion. Ben oui, parce que en fait, je pense que ça me rassure. Alors maintenant, je me suis un petit peu débarrassé de ça, mais comme parfois je me disais ça va pas être assez drôle à l'écriture, je voulais rajouter des artifices. Et puis c'est vrai que moi j'adore le burlesque, et donc rien que de mettre une perruque, voilà, je suis content. J'ai pas été épargné, pas du tout. On regarde. J'étais là. Quelle expression animalière te correspond le plus? Méchant comme une teigne, têtu comme une mule ou monté comme un âne? Je vais prendre la 3. C'est bien de faire répéter. Bon. Il faut donc reconnaître le nom des chanteurs aveugles. Attention, Philippe Cortisone, premier extrait. Andrea Bocelli, bonne réponse. Bocelli. Vous faites comme Thierry Ardisson pour arrêter la musique Ah non, parce que ça, ce geste est déposé également. C'est simplement qu'il y avait une mouche sur le plateau, là. J'imagine que vous allez lui faire le fameux « Salut Romain ». Non, parce que ça, également, c'est déposé par monsieur Thierry Ardisson. Donc, moi, ce que je propose, c'est le salut roumain. Le salut roumain? Le salut roumain, oui. C'est quoi, le salut roumain? C'est comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Alors, Jonathan, il y a un truc que les gens ne savent pas. C'est que derrière ces personnages déglingos se cache un bourgeois pépère, mesdames, messieurs. D'abord, ton vrai prénom, c'est pas Jonathan, c'est Rodolphe Jonathan. Absolument. Mais comment? Mais tes parents, qu'est-ce que tu dis? Ils ont perdu un pari ou quoi? Ouais, il y a un peu de ça. Mon père tient beaucoup à ce que je m'appelle Rodolphe, ma mère Jonathan. Donc ils se sont pas mis d'accord. On va faire en le fait. package et puis c'est très bien. Tu es né dans le 16e, voilà. Tu vis dans le 16e, tu es marié depuis 20 ans, tu as 3 gosses, tu te brosses les dents en écoutant Chopin, tu laves ta caisse le dimanche matin au Karcher. J'adore. Tu as besoin de cette vie hyper équilibrée pour contrebalancer la folie de ton esprit. Oui, je pense que quand je fais toutes ces conneries-là, après, j'ai envie de... Peut-être que c'est mon équilibre. Voilà. C'est ton équilibre. Mais je cherche pas à psychanalyser tu te fais pas chier dans cette vie privée. Pas du tout. Alors, Jonathan, tu ne seras pas étonné qu'on fasse une interview dictateur. Alors, quel dictateur te fait le plus marrer? Mugabe pour sa moustache. Ouais. La moustache de Mugabe, c'est un petit peu ce que le ticket de métro est au maillot. C'est comme si Hitler avait lavé sa moustache à 90 degrés. Quel dictateur a le plus de circonstances atténuantes? Néron, parce qu'il était con comme ses sandales. Ah ouais? Ah, très très comme con, Maximus, quoi. C'est pour ça. S'il vous plaît, t'as pas sandales. De quel dictateur aimerais-tu faire le biopic? Ceausescu. Ah ouais? Ceausescu, parce que ce qui me fascine chez Ceausescu, c'est la love story. Eux, c'était les Balkany des Balkans, un peu. Ouais, les Balkany. Et tout d'un coup... Oh là là! Ah ouais, c'est vrai. Bravo! C'est vrai. Bravo! Mais c'est vrai. Le truc, tu sais que le truc qui s'est fait construire. Il s'est fait bâtir un palais de 350 000 mètres carrés. Mais tu sais qu'on n'arrive pas à le détruire. Oui, c'est le deuxième plus grand bâtiment au monde. Il a fait raser 30 églises pour le faire, 1/5 de la ville. Ouais. Donc c'était des types qui en même temps avaient tout, mais n'avaient l'air de rien. Ouais. Et je trouve que la dimension love story, il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire de cette dictature. Quel dictateur aurait fait un formidable chanteur?
Ah, on fera jamais mieux que le demi-frère d'Hitler, le général Apfelstrudel, Villeray dans Papy fait de la résistance. Ah oui. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Ça, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a vanté de dimanche. Quel dictateur aurait fait un formidable animateur télé? À part moi. Castro, parce que quand on fait des discours de 8 heures, on est mûr pour... On peut tenir l'antenne. Bah, le Téléthon, déjà, il aurait fait le Téléthon. Quel dictateur t'impressionne le plus au niveau gonzesse? Kadhafi. Ah ouais. Kadhafi, c'était un aspirateur. Et surtout, Kadhafi, il y avait un truc, c'était ses gardes du corps, c'était que des femmes. C'était les Amazones, des femmes sublimes et en tenue martiale. Quel dictateur t'impressionne le plus niveau coupe de cheveux? Kim. Ah ouais, Kim. Qui a tout pompé sur Désirless, faut bien le dire. C'est quand même 30 ans de retard. Hein. Au niveau garde-robe, c'est qui t'impressionne le plus? Saddam Hussein. En fait, le gars avait compris que s'il portait une salopette, il ressemblait trop à Mario Bros. Donc, direct, il s'est dit, moi, je suis fait pour porter des costumes. Et il a été habillé toute sa vie. Il y a une anecdote. Non, mais pour vous dire à quel point. Il y a une anecdote, pour son procès, on lui a remis un costume qu'il jugeait trop sombre et mal coupé. On a fait venir son tailleur de Turquie pour qu'il soit jugé sur mesure. C'était vraiment dingue des fringues. Quel dictateur organisait les plus belles teufs? Bokassa. Ah, Bokassa. Le sacre de Bokassa, quand il se fait sacrer, Bokassa. Avec les chevaux sous le cagnard. Il descend du carrosse, il se dirige vers un trône en forme d'aigle de 10 mètres d'envergure, entièrement doré à la feuille. Pour moi, ce type a jeté les bases du bon goût 30 ans avant Kim Kardashian. C'est un mec. C'est un mec, ce mec. C'est un mec. Ici la voix. Oui. Il y a des gouttes de sang qui tombent dans ma cabine. C'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Et c'est que le début. Quel dictateur va faire sauter la planète? Oh, bah, facile. Monsanto. Bravo! Thierry? Super. Notre première invitée, elle a explosé en même temps que Joe Star. Alors, c'est pas Cool Chain avec NTM, mais c'est Nedra Yadi dans Police. À la base, Nedra s'était fait remarquer dans la mouette de Tchekhov, voilà. Et Catherine Bria, elle, c'était dans le pigeon de Christophe Rocancourt. À chacun son oiseau, voilà. Et puis là, vous en avez parlé, Thierry. Nedra, elle joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle Justice. Voilà, c'est une pièce qui est portée que par des femmes, de la mise en scène en passant par les comédiennes, même les techniciens, il y a beaucoup de femmes. Voilà. Non, attendez, pas de vanne, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai pas vu Marlène Schiappa partir, donc peut-être qu'elle est encore là parmi nous. Non, voilà. Elle était ravie, Marlène, je te jure, ça allait très bien. En tout cas, le spectacle s'appelle Justice, et c'est une reconstitution théâtrale de l'appareil judiciaire. Et c'est une pièce sur les comparutions immédiates, voilà. Donc je suis pas producteur de spectacle, mais un conseil, là, jouez pas à Marseille, vous allez faire un bide. Vraiment, c'est... Vous jouez déjà depuis quelques jours, il paraît qu'il y a Patrick Balkany qui est venu et il a déclaré « C'est la première fois que j'assiste à un procès que je ressors libre. Très bon spectacle. » Voilà. Thierry, notre deuxième invitée, c'est une comédienne, et même une très bonne comédienne, c'est mademoiselle Oriane Deschamps. Je dis d'abord comédienne parce que vous avez beaucoup parlé de ses parents et je fais gaffe parce que voilà, faut d'abord mettre la profession en avant. Hein. Vous vous souvenez, Thierry, de ce qu'on a eu hier? Oui, voilà. Donc d'abord, voilà, parce qu'effectivement, mademoiselle, vous êtes la fille de Michel Larocque dans le film, brillantissime, et dans la vraie vie aussi. Et voilà, on va pas se reprendre des emmerdes. Oriane est surtout grand reporter de guerre. Hein. Oui. Ah aussi. Putain, on a oublié de le dire. C'est là. Non mais Oriane, c'est une enfant de la balle. Voilà, c'est ce qu'on dit généralement quand la personne est née dans le métier. Non mais je suis sûr qu'il y a des gens malveillants qui disent « Ah d'accord, elle est comédienne, elle joue dans le film de sa mère. De toute façon, le cinoche, c'est magouille et compagnie, copinage. » Enfin, quand il y a un gamin qui reprend la boucherie ou la ferme de son père, on dit pas « Ah, il est agriculteur. » Et voilà, ça c'est bien, magouille et compagnie, copinage et tralala. Non mais, c'est vrai. En tout cas, voilà, vous jouez dans le film avec votre maman et c'est pas donné à tout le monde. Regardez Clara Morgan, même si elle avait voulu, sa mère, elle aurait pas pu. Voilà, donc faut faire très très attention. Ce soir, Thierry, on a aussi 2 grands chefs en plateau et pourtant on va même pas manger. Voilà. Alors autant qu'on reçoit Bruel, ça me dérange pas qu'il chante pas, mais là c'est quand même con. C'est Philippe Etchebest et Jean-François Piège.
Nous, on va pas manger, mais eux aussi. Deux très très grands chefs, deux maestros de la cuisine. Enfin, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais comme l'autre est très costaud, je dirais rien. Et non, j'ai eu la chance de venir manger une fois chez Jean-François Piège. Ah ouais. Ouais, ma copine avait trouvé ça extraordinaire. Mon banquier, très cher, mais en tout cas... non, mais parce qu'il faut comprendre que ça coûte très cher dans ce restaurant. Ce qui coûte très cher, c'est les serveurs, le cuisinier, c'est la main-d'œuvre. Voilà, vous savez quoi, vous emmerdez pas, faites un buffet. Vraiment, je suis prêt à venir avec mes couverts et je veux bien faire la plonge derrière. Vraiment, non. Et vous avez fait un petit jeu de mots, voilà, parce que voilà, le nom de Jean-François, c'est Piège, et c'est vrai que comme nom de famille, pour un cuistot, c'est pas terrible. Pour un mec qui fait des caméras cachées, à la limite, pourquoi pas. Jacques Toubon aurait pu ouvrir un resto. C'est vrai. Et en même temps, heureusement qu'on ne choisit pas son métier par rapport à son nom de famille, parce que Bernard Laporte, il bosserait chez le roi Merlin, et Noël Mamère, il serait femme au foyer, donc fatalement, c'est... Alors que, du côté des noms de famille, Etchebest, c'est formidable, c'est formidable. Non. Etchebest, en bas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la nouvelle maison. C'est ça, bravo. Ouais, putain de maison, hein. T'as vu les murs porteurs? Bon, par contre, la toiture s'est barrée depuis un longtemps, mais bon, c'est pas grave. Et là, ils reviennent pour Top Chef, voilà, qui est une nouvelle saison, c'est la 9e. Vous savez, Top Chef, c'est cette émission où à chaque épreuve, il y a quelqu'un qui crie « Il vous reste 30 secondes !» C'est la pire émission pour un précoce. Et... Non, mais c'est fou. Non, mais c'est vrai, et Top Chef, c'est quand même la seule émission la plus frustrante de la télévision. Tu regardes pendant des heures des mecs faire des trucs incroyables à manger. Toi, t'es sur ton canapé avec un McDo. C'est comme regarder un film avec Monica Bellucci avec ta grand-mère à côté. C'est dégueulasse. Non, mais... Thierry, notre 5e invité, contrairement à Amanda Lear, il a toujours assumé sa moustache. C'est monsieur Roland McDan. Ah ouais. Roland McDan, près de 50 ans de carrière, il y a son spectacle qui va être, quoi, 4 40. 40 Ah, j'ai 45 au fond. Mais normalement, c'est 40 ans de one-man show. Avant, il y a eu la partie de l'iceberg. Bon, Roland McDan qui va pas commencer à nous casser les couilles. Il y a un moment, ça... Il y a un moment... Ah, merde. Non, et attends, j'ai retrouvé une photo sur Internet qui est extraordinaire de Roland, parce que Roland McDan a eu une vraie carrière américaine. Ouais, et ça, voilà, on le dit peut-être pas assez. Alors regardez, j'ai trouvé une photo, bim, clac. Est-ce que vous avez... Ah ouais. Regardez, le trombinoscope incroyable. Regardez, il y a Jay Leno. Jay Leno qui a animé pendant plus de 12 ans, vous savez, le Tonight Show avant Jimmy Fallon. J'ai même fait ça pendant... La première partie, vous avez fait de Jay Leno? Jay Leno, oui. Regardez, il y a Bill... attendez, comment clac il s'appelle? Lui, ah ouais, Bill Terrell, extraordinaire. C'est le sosie d'Elysée Moon. On a Cyril Hanouna qui est juste là, voilà, avec une chapka. Non mais... Jerry Seinfeld, l'un des plus grands humoristes au monde. Et dessus, on a aussi Roland McDan qui est juste là. On peut l'applaudir. Mais c'est dément. C'est extraordinaire. Et en 2014, Roland, il a participé à la tournée Les Éternels du Rire. Voilà, c'est comme Ashton, sauf qu'au lieu du Gaufret, c'est Popek. Putain, les boules, tu commences avec Seinfeld, tu finis avec Popek, quand même. Tu pourrais être à Los Angeles avec des putes. Et là, t'es à Montélimar en Ouibus. Franchement, c'est dégueulasse, ta vie. En tout cas, et tout à l'heure, vous allez recevoir Jeff Panaclock. C'est le ventriloque le plus doué de sa génération. En même temps, c'est facile, c'était le seul. Et le nouveau spectacle s'appelle Jeff Panaclock contre-attaque. C'est comme Star Wars, l'Empire contre-attaque, sauf que évidemment, c'est moins dangereux de mettre la main dans Jean-Marc que dans Chewbacca. Thierry, bonne émission. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre. T'es au top du top de la semaine. Au top du top. Rebonsoir Pierre Arditi. Alors, j'ai préparé un truc pour vous. Oui, j'ai peur. Autre terrien avec nous ce soir. Il a tourné dans une 60aine de films. Il a joué dans une 100aine de pièces. C'est ce que je il vois, a reçu plusieurs Césars. Bref, on peut dire qu'il a de la bouteille. Et ça tombe bien parce que c'est aussi un passionné de vin. Ben, je sais. Lamentable. Ici la voix. Thierry, vous avez oublié de dire avec modération. Depuis toutes ces années, vous répétez que mes émissions sont lamentables.
En fait, je crois qu'une certaine pudeur vous empêche de me dire que vous aimez bien mes émissions et que vous m'appréciez énormément. Je vous aime bien, oui. Alors, je serais jaloux que vous disiez à d'autres animateurs qu'ils sont lamentables. Le seul qui est lamentable, c'est moi, on est bien d'accord? On est tout à fait d'accord. On est Vous d'accord. êtes de très loin le meilleur. Alors, quand j'ai connu Pierre Arditi, il doublait Superman. Et aujourd'hui encore, il continue parfois à porter son slip au-dessus de son pantalon. Je sais. Lamentable. Lamentable. Ok, je sais, c'est lamentable. Oui, c'est lamentable. Bon, on regarde, on regarde. C'est lamentable, cette émission est lamentable. C'est misérable. Alors oui, c'est lamentable. C'est absolument lamentable. Et ce serait culturel. C'est lamentable. Absolument. Et c'est pas moi pour une fois. C'est lamentable. Une fois de plus, c'est lamentable. Je sais. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois, c'est encore lamentable. Bien. C'est lamentable, c'est nul. À chaque fois qu'il l'a. C'est lamentable. Je vous remercie parce que maintenant je ne peux plus me trimballer nulle part sans que tout le monde me dise ça. C'est vraiment très agréable. Bien. J'ai un cadeau pour toi, Pierre. Oh non. C'est lamentable, honnêtement. Pierre Arditi, artiste dramatique français, 1898-1956, lamentable. Lamentable, c'est lamentable. Cette émission est vraiment lamentable. Ça, c'est vraiment lamentable. Ça, c'est vraiment lamentable. On doit être déjà à 10 lamentables. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Tu n'as pas changé. Pierre, une réaction? C'est merdique. Et ben voilà! Et ben voilà! Alors Pierre, vous êtes ici ce soir pour une pièce de Israël Horowitz, adaptée par Jean-Loup Dabadi, mise en scène par Bernard Murat, avec vous et Emmanuel DeVos, au théâtre Édouard VII. Alors, l'auteur, le célèbre dramaturge américain Israël Horowitz, lui aussi a été quand même visé par cette histoire de MeToo, balance ton porc. Oui. Et vous dites, l'art n'a pas à recevoir de leçons de la morale. L'art n'a pas de leçon de morale à recevoir, oui. Et surtout pas d'ailleurs des réseaux sociaux qui ne devraient en donner aucune, et ni à l'art, ni à rien du tout. Mais bon, ça c'est une version personnelle de ce genre de truc. Moi, je défends une œuvre. Cette œuvre, elle est écrite par Israël Horowitz. Je ne sais pas exactement ce qu'on lui reproche, mais enfin, je trouve très bien qu'on ait donné un coup de pied dans la fourmilière et que les femmes aient commencé à expliquer une bonne fois pour toutes qu'elles n'étaient pas forcément des objets dont on peut se servir et qu'on jette après, y compris quand elles ne sont pas d'accord. Formidable. Parfait. Il fallait le faire. Très bien. Après, quand on commence, partant de ce raisonnement-là, à se dire qu'on doit décrocher un tableau de Balthus parce qu'on voit la culotte d'une petite fille et que ce serait donc un éloge de la pédophilie, je dis halte. Parce que là, ça commence à rappeler une période qui n'est pas formidable pour notre pays, pour quelques pays que ce soit d'ailleurs, et le puritanisme anglo-américain ne me convient pas. Balthus, c'est Balthus, Picasso, c'est Picasso, Gide, c'est Gide, peu importe. L'art est là pour prendre le monde, lui mettre la tête à l'envers, et si j'ose dire, regarder ce qui se passe sous ses jupes. C'est fait pour ça, c'est fait pour être... Hein, voilà. Ça suffit. Pierrot, il y en a marre. Ça marche pas. Parce que ça, on est aux portes d'une société qui nous dirait ce que nous devons être, ce que nous devons lire, ce que nous devons aimer, ce que nous devons ne pas aimer. C'est Orwell. Non, ça, je ne marche pas. Pour le reste, la première des inégalités hommes-femmes, c'est que pour un travail égal et à compétence égale, la femme est traitée comme une merde et le mec serait l'être supérieur. Alors, Pierre Arditi, c'est très en forme. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous êtes prêt à jouer dans le prochain film de Roman Polanski, de Woody Allen? Mais bien sûr. Il a fait les chœurs dans la dernière chanson de Jean-Luc Lahaye, donc il n'est pas... Alors là, évidemment, c'est pareil, c'est toujours pareil. Lamentable serait lamentable. Oui, ça a bien payé. Ça commence à devenir pauvre. C'est inspiration. Donc je trouve un autre adjectif pour qualifier mon camarade. Non. Alors Pierre, est-ce que vous voyez toujours François Hollande? Ah oui, je l'ai vu il y a 3 jours. Il est venu voir le spectacle. Comment il va? Mais il allait très bien. Il va nous faire un livre là. Apparemment. Pour raconter son merveilleux quinquennat. Oui.
Oui, non, mais on peut considérer que tout n'a pas été réussi, mais si on est tout à fait honnête, il y a un certain nombre de choses qui ont été entreprises sous ce quinquennat-là et qui sont en train de donner des résultats sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, que par ailleurs, je soutiens tout à fait. L'obligation du port du casque quand on va baiser, non, il y a eu des choses formidables. C'est vrai que j'avais regretté qu'il se représente pas à un moment, et c'est vrai que là, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est la meilleure décision qu'il a prise avec celle d'arrêter la mousse au chocolat, qu'il a quand même pas mal réussi. Après, il a regrossi, c'est ça le problème. Et maintenant, vous êtes Macron. C'est marrant comme Macron plaît aux personnes âgées. Personnes âgées, on a le même âge. Connard. Enfin, maintenant, je commence à finalement me trouver pas mal. Parce que quand je vois les images de moi que vous avez eu l'extrême amabilité de diffuser, moi qui me trouvais toujours tard, je me suis dit, mais finalement, j'étais pas si mal. Mais vous étiez vachement beau, arrête. Un peu plus jeune. Non, pas beau, il y a un mais truc que j'étais vous pas n'aimez mal. pas raconter, mais on va pas en parler, hein. Mais... Je dirais que c'est une pourriture. Non, mais vous avez été... Ça n'a pas duré longtemps, c'est il y a longtemps. Vous avez été tenté par les garçons, Pierre. Réponds pas, Dodo, ça lui a... Ne réponds pas à ça. Tu sais que ça m'est quand même arrivé une fois. Alors, moi, ça m'est arrivé, mais moi, c'était raté. J'espère que c'était plus réussi pour vous. Moi, j'ai flirté avec un garçon, mais j'avais 17 ans. Ah, ben voilà. Ben voilà. Et voilà un scoop. Et je vais te dire... Ouais. On a galéré pour le retrouver. Non. non, je n'aimais vraiment profondément que les femmes. Oui, mais choisis tes mots. ça m'a perturbé. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah Voilà, oui, c'est ouais. tout. Ben voilà. Dernière question. Last but not least. Est-ce que vous préférez le théâtre, le vin ou les femmes? Et je préfère je sais ce qu'il fait une femme, oui. mais aidée à faire du théâtre ouais. pour pouvoir boire un coup avec elle. Voilà, Pierre Arditi, Pierrot, vous allez mourir sur scène, non? Non, je vais mourir tout de suite. Là, il faut qu'on y arrive. Hein. C'est aujourd'hui ou jamais. Allez, c'est parti. Ouais. Vous fumez? J'adore. Mais pas le tabac, pas du... Tu vois, pas du... Plutôt du... Voilà. Vous fumez des pétards? Oui. Ah, bah c'est bien parti. Est-ce que vous vous murgez? Ah, ça, j'adore. Et il adore, bah tu vois. Mais, bon. mais uniquement avec un seul produit. Est-ce que vous gardez 2 jours de suite les mêmes sous-vêtements? Pourquoi seulement 2 jours? D'accord. Je crois qu'il est bien parti. Laurent, regarde s'il se ronge les ongles. J'aimerais bien qu'il se ronge les ongles. Non, mais il se lèche les couilles. Hein. J'adorerais, mais malheureusement... Vous avez déjà écrit un truc cochon sur un mur, Jean? J'ai fait des trucs assez atroces. J'avais mis une bûche, je peux en parler maintenant, derrière la voiture d'une prof de français. Ah. Elle pouvait pas avancer si elle rentrait dans un mur. Ouais, tu vois. Elle était obligée, en faisant marche arrière, de toucher la bûche. Et je voulais la voir, essayer de pousser la bûche. Tu Parce vois. qu'elle est carrément montée avec sa voiture sur la bûche. Tu vois, voilà. Donc c'est un va déconneur. loin, là, ça va un peu loin. Je crois que tous les réals de Paris ont compris. On a affaire à un gros déconneur. Insoupçonnable, c'est ça qui est bien. Insoupçonnable. Vous mettez les gonzesses dans la rue, évidemment. Oui, bien sûr. Vous les harcelez un petit peu? Non. Ah. Mais je mate grave. Faudra faire des efforts, mon garçon. Vous savez faire des gestes vulgaires, genre, moi je fais tout le temps ça, là, mais vous savez faire des trucs, vous? Moi, je vais faire le Genre. double... Bah voilà. Il y a le bras d'honneur, mais Eh, il y a le vas-y, double bras Guillaume. d'honneur. Eh, vas-y, Guillaume, mais voilà. Eh, non, Québec. Non, Guillaume de Tonquédec. Il faut... Non, parce que... Bravo. Tonquédec. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir, bonsoir Thierry. T'as des souliers vernis J'ai des maintenant. souliers vernis, ouais. C'est chic. Oh là là. Quand on a ouais, un plateau à la hauteur. Ça le fait. On y va? On y va. Politique française.
Laurent Wauquiez menace de suite judiciaire après avoir été enregistré à son insu. C'est quand même un peu l'événement de la semaine. Et c'est pas sympa de sa part. Pour une fois qu'on l'écoute, il en veut au gars. En tout cas, se faire enregistrer par un téléphone en disant des saloperies. J'ai une reconversion toute trouvée pour Laurent Wauquiez. Tu cherches des républicains chauds près de chez toi? Envoie Wauquiez au 8-12-12. Allez, sors-toi les doigts. Envoie Wauquiez au 8-12-12. J'en connais une qui est en train de 8-12-12, hein. Alors, ouais. Bon, j'admets que c'est assez injuste de s'acharner sur lui et je vais rééquilibrer, Thierry, parce que j'ai pu mettre la main sur un autre enregistrement, celui d'une réunion de travail au Parti Socialiste. Alors attention, document exclusif, je crois qu'on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. C'était à Solferino. Quelqu'un veut un café? Bon, bah, il se passe... Qu'est-ce que je peux... Bon, ben... revenons à Wauquiez, parce que cette affaire a été très commentée, notamment par Xavier Bertrand, qui a dit, voilà, Laurent Wauquiez fait pire que du Trump. Et Donald Trump, évidemment, a immédiatement réagi sur Twitter en disant « Who the fuck is Xavier Bertrand ?» Passons au Front National. Pétain, l'Algérie, sa fille, les mémoires au vitriol de Jean-Marie Le Pen. Et la vraie question qu'on se pose tous ici, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen a fait appel à un nègre pour écrire son... c'est comme pas inintéressant. Pour info, le premier tome sort en librairie le 1er mars, mais j'ai déjà reçu les bonnes feuilles. Donc voilà. Hop. Faites gaffe parce que la partie sur l'Algérie rappe un peu. En tout cas, si le livre fait un four, on pourra dire que c'est un détail de l'histoire. Et... passons au reste de l'actualité politique. Quand Paris Match raconte le glorieux voyage des Macron en Inde, mais regardez-moi ça comme ils sont beaux. Quand on les voit comme ça, on comprend pas pourquoi les cheminots ont envie de faire grève, mais... Et selon Paris Match, alors je cite la phrase « Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur leur passage, mais... Oh, ouais, mais nous, alors nous, ça nous étonne évidemment, mais lui, Macron, il est supporter de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est tout petit, donc voir des chèvres s'incliner, ça n'a pas surpris tellement. Il y a du Marseillais dans le public. Passons au Parti Socialiste. Avec le nouveau patron du PS, Olivier Faure. Pour Julien Drey, c'est une sorte de Georges Clooney de la politique. Alors, venant de la part du Danny DeVito de l'Essonne, ça doit faire plaisir. Alors, on notera que pour l'instant, personne apparemment n'a encore dit à Georges Clooney qu'il était le Olivier Faure du cinéma américain. Olivier Faure qui a déclaré cette semaine, ouvrez les guillemets, « Je m'honore d'avoir une femme qui fait des choix personnels. » Ben oui, sinon ça s'appelle une table basse, du con. Oui, ben oui. Sa femme fait des choix personnels et il s'en honore. Bon, pourquoi pas. Ce qui le différencie de Gérald Darmanin qui, lui, par choix personnel, honore les femmes. Politique internationale. Russie, Vladimir Poutine, largement réélu, un 4e mandat. Alors, vous avez vu sur son visage la surprise à l'annonce des résultats. On dirait un petit peu Anne Hidalgo au moment de l'attribution des JO, alors que Paris était le seul candidat. Il y a un électeur qui a intrigué tout le monde au point que le Huffington Post se demande mais pour qui Gérard Depardieu a-t-il bien pu voter? Et on ne sait pas pour qui il a voté évidemment. Tout ce qu'on peut dire c'est que ça lui a fait tout bizarre de voir que les urnes étaient plus bourrées que lui. Cinéma. Le studio d'Harvey Weinstein a déposé son bilan. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon une banque biroute. C'est comme une banqueroute mais quand c'est à cause de ta bite. C'est mon quota de blagues raffinées de la semaine. Média encore, bonne nouvelle, parce que c'est sur notre chaîne, l'émission culte de Patrick Sabatier, Avis de recherche, revient bientôt sur C8. Ah, voilà, ils sont contents. Et puis ça démarre très très fort, hein. L'émission n'a même pas encore commencé, que la mission est accomplie. Ils ont retrouvé Patrick Sabatier. Et là, c'est déjà pas mal. Et sport à présent.
L'équipe de football de Malte accuse l'Espagne d'avoir été droguée en 1983. Alors je ne sais pas ce que les Espagnols leur avaient filé, mais pour qu'ils se réveillent seulement maintenant, c'est que c'était de la toute bonne. Eh oui. C'était donc il y a 35 ans, lors d'un match que l'Espagne avait fini par gagner 12-1. 12-1, c'est plus une défaite, c'est du viol. Donc sans doute c'était du GHB. Les brèves. Deux amis hétérosexuels se marient pour éviter les droits de succession. Hein. Ah ouais, c'est ainsi qu'ils se mirent à pratiquer le fisque-fucking. Aux États-Unis, c'est même pas le bon jeu de mots, il est encore plus loin. Aux États-Unis, à 10 ans, il ouvre son premier club travesti pour enfants. Alors, ça met des petits mecs en robe pour Monseigneur Barbarin, c'est mieux que Disneyland. Et Jérôme Commandeur l'avait vu arriver celle-là, je le sens. Dans le prolongement, on a celle-ci en Espagne. Une drag queen a participé au défilé des rois mages et ça a fait polémique. Bon, au moins ça change, hein. Il n'a pas amené de l'or, de la myrrhe, de l'encens, elle a amené du poppers. Et tout le monde était content. Et on termine par la culture, Thierry. Ah, je sais que vous ne m'avez engagé que pour ça, je crois. D'ailleurs, chaque semaine, je propose de découvrir un artiste ou une façon de faire de l'art. Aujourd'hui, art et taxidermie. Alors, l'idée m'est venue en entendant parler de Jack Davenay. C'est un étudiant en design 3D. On va le voir ici. Et il a une bonne tête d'étudiant en design 3D. Et la dernière œuvre qu'a fait parler de lui, c'est celle-ci, le lapin toaster. C'est bien. Oui, c'est malin. On dit souvent, je suis chaud comme un lapin. Ben, ici, c'est vrai. Et... alors, évidemment, c'est pas sa première œuvre. Il y a tout un background. Hein. Jack Delaney, il a aussi réalisé une trousse à crayon à base d'un rat mort. Voilà. Et alors, vous imaginez, Thierry, si dans la trousse, vous avez un crayon qui est mal taillé, il a tout prévu. Il a le taille-crayon dans le cul du rat. Mais oui, c'est malin tout ça. Je connais des sites porno zoophiles beaucoup moins créatifs que ça. Et autre œuvre que j'aime beaucoup, qui est celle-ci, c'est une perruche qui tient un cintre à vêtements. C'est assez mignon. C'est aussi le dernier épisode des Reines du Shopping avec Christina Cordula. Et ici, elle est très jolie aussi. Voilà, c'est une taupe avec un béret et un bâton de pèlerin. Et comme moi, vous avez pensé à Jean Lassalle. Dernière de cet artiste, voilà, une magnifique œuvre qui prouve qu'on peut aussi utiliser sa queue avec romantisme. Mais Jack Davenay, c'est pas le seul à utiliser la taxidermie dans l'art. Il y avait aussi un Hollandais, Bart Jansen, devenu célèbre pour avoir créé le drone à base de chats morts. Franchement, c'est bien. Ça, on sait pas très bien à quoi ça sert, hein, je vous le cache pas. C'est décoratif. C'est le chat de Yann Arthus Bertrand qui voulait, garder de la hauteur. Et il s'est pas arrêté là, parce qu'il dit le chat c'est bien, mais je peux aussi faire l'autruche en drone. Voilà, l'autruche étant le seul oiseau qui ne peut pas voler par lui-même, et c'était injuste. Plus fort, on a le requin qui vole aussi. Voilà, le requin qui vole. Un bel hommage à Patrick Balkany. Et enfin, dernier artiste taxidermie. Non, pardon. Non, c'est une erreur. À la semaine prochaine, l'art, c'est comme la politique. Merci, bravo. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Aristide Barraud, bonsoir. Alors Aristide, vous avez été l'un des grands espoirs du rugby français, vainqueur notamment du tournoi des 6 nations des moins de 20 ans en 2009, quand vous jouiez à l'époque au Stade français. Mais le 13 novembre 2015, votre vie bascule. Ce soir-là, vous êtes à la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge, quand l'horreur se déchaîne. Vous vous jetez sur votre sœur Alice pour la protéger, et vous prenez 3 balles de Kalachnikov. Vous vous voyez mourir, et là, votre mental exceptionnel et votre entourage vous permettent de revenir à la vie. Alors, vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Mais ne sombre pas », qui est publié aux éditions du Seuil, et ce soir, dans Salut les Terriens.
Alors, Aristide, vous êtes né le 17 mars 1989 à Saint-Cloud, issu d'une famille de prolétaires qui travaillent pour la Régie Renault. Vous dites « Mon sang est celui des laborieux qui luttent et ne lâchent rien. Je ne peux pas les renier. Ce sang me donne la force. » C'est vrai que tout le monde était autour de l'île Seguin, quoi. Ouais, du côté de ma mère, mes grands-parents étaient ouvriers chez Renault. Mon grand-père dans les fonderies et ma grand-mère dans les ateliers, serveuse dans les cantines. Ouais, du côté de mon père, c'était plus une origine paysanne du milieu de la France, du Puy-de-Dôme. Et j'ai beaucoup pensé à eux, c'est vrai, pendant cette période-là où penser à mes anciens, ça m'a souvent donné beaucoup de force. Ouais. Dans la famille, il y a également l'histoire du grand-père, Adolphe. En fait, il s'est rebaptisé Alfred quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Il était caporal de la coloniale, à la tête d'une escouade de tirailleurs sénégalais. Il avait pris un éclat d'obus dans la tête et les médecins lui avaient annoncé qu'il finirait ses jours dans un lit, allongé, sans pouvoir bouger. Mais il se bat. Et toutes les nuits, il s'extrait de son lit, il rampe sur le sol pour rejoindre la salle où sont entreposées les armes pour se tuer, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Il avançait, les médecins le retrouvaient toujours un petit peu plus loin dans le couloir. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit que peut-être il allait pouvoir s'en sortir et remarcher, rebouger. Ouais, c'était une figure importante pour moi depuis que j'étais petit. Il avait reçu aussi la Légion d'honneur, parce qu'il avait pris l'obus en essayant de sauver certains de ses hommes. Donc c'était une figure importante pour moi, même si on n'en parlait pas trop. J'avais toujours eu des conversations avec ma grand-mère, sa fille, sur cet ancêtre. Et surtout, c'est cette phrase de ma grand-mère qui me semble importante. C'est une des premières phrases qu'elle m'a dit quand elle m'a vu arriver en fauteuil roulant. Elle a passé son enfance autour des gueules cassées, des anciens combattants, des invalides de guerre. Et elle m'a dit, en fait, ce qui me remue le plus dans tout ça, c'est que 100 ans après, d'autres jeunes ont tué des jeunes pour rien. Ouais. Alors Alfred finira par retrouver la parole et une certaine mobilité. Là, vous êtes costaud dans la famille, hein, quand même. Vous avez... Ouais. Alors, jusqu'en 1998, jusqu'à l'âge de 9 ans, vous vivez à Châtenay-Malabry, et du balcon de l'appartement, vous voyez les sportifs de haut niveau entrer et sortir du Krebs. Alors, le Krebs, c'est un centre d'entraînement, effectivement. Hein. Et là, vous vous dites quand même, je voudrais devenir comme eux, quoi. C'est un modèle, là aussi, qui s'offre à vous. Vous devez avoir un beau sac de sport, et puis vous entraînez tous les jours. C'était votre ambition. Ouais, je voulais être sportif de haut niveau, déjà tout petit. Je ne sais même pas encore dans quel sport. Ouais. Ensuite, la famille emménage dans un pavillon que tout le monde a aidé à construire. C'est assez beau parce que tout le monde s'y met, les voisins, la famille construisent un très beau pavillon à Massy-Palaiseau. Là, vous avez des amis à ce moment-là de tous les continents, de toutes les religions, à commencer par Mamadou. Et vous parlez de ce Mamadou en disant « Sa maman était belle comme un masque africain ». Ouais, j'ai ces souvenirs. Ouais. Il y avait un Iranien chez qui vous alliez faire vos devoirs, un Iranien dont la famille avait fui le régime de l'ayatollah Khomeini. Donc effectivement, vous êtes en contact avec toutes sortes de populations et vous dites que la banlieue m'a appris la tolérance. La banlieue m'a appris la tolérance, la banlieue m'a appris la richesse de l'humain, de la différence. C'est vrai que c'est pas les endroits les plus faciles à vivre, mais j'ai toujours réussi à voir ce qu'il y avait de beau dans chaque situation. Peut-être c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Vous dites, si c'était à revivre, je ne voudrais d'aucune autre enfance, en fait. Vous n'étiez pas très riche, mais c'était enrichissant. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir vécu une enfance de richesse, l'amitié, la tolérance. La différence qu'on accepte. La diversité, la différence. Alors, vous avez 10 ans quand vous découvrez le rugby et aussitôt, vous décidez que vous deviendrez professionnel et vous allez tout sacrifier pour atteindre cet objectif, Aristide. Alors, vous travaillez dur dans la journée au collège, vous êtes un mec assez travailleur, tout ça pour pouvoir vous entraîner le soir. Pas le temps des embrouilles avec les potes, pas le temps des meufs. Vous êtes vraiment un bosseur, quoi. Oui, j'avais envie de me dégager du temps pour m'entraîner. J'étais pas un bon joueur, j'étais pas un super joueur. Alors, au-delà du petit terrain de sable défoncé sur lequel vous jouez au rugby, la ville de Massy-Palaiseau devient votre salle de sport. Vous courez sur la passerelle de la gare, donc qui fait 200 mètres, et vous essayez d'éviter
les gens, les piétons qui sont là, un peu comme au rugby. Vous utilisez la rue et le mobilier urbain pour vous entraîner, et bien des années plus tard, vous ferez une vidéo qu'on regarde. Au-dessus. Alors, en 6e, vous décidez d'entrer au lycée Lacanal de Sceaux. Et là, c'est incroyable parce qu'il y a 8 joueurs par génération qui sont retenus. Et en 2004, donc vous avez 15 ans, vous gagnez votre pari, vous entrez à Lacanal. C'était un pari difficile. Très fou. Ouais. Surtout au niveau scolaire, en fait. Ouais. Moi, j'arrivais de zones où assez faible au niveau scolaire. Il a fallu vraiment rattraper beaucoup de retard. C'est un des lycées les plus réputés d'Île-de-France. Ouais. C'est un vrai château, en fait. C'est un château avec un parc. Ouais. Et j'ai vite progressé, en fait. J'ai vite progressé. Ça... doué. En 2008, donc à l'âge de 18 ans, vous décrochez le Graal. Vous signez au Stade Français. Et là, vous avez été entraîné quand même par Fabien Galtier, grand joueur de rugby s'il en est. Mais en fait, le monde des pros, rapidement, vous déçoit. Vous dites c'est le monde où l'on joue pour gagner sa vie. Alors que jusque-là, vous aviez joué uniquement pour le plaisir. Et vous découvrez, Aristide, que vous n'êtes pas assez égoïste, assez nombriliste pour vous intéresser vraiment au monde des rugbymen professionnels. Je dirais que c'est un quotidien qui m'a frustré, puisque c'est un quotidien où on se concentre beaucoup sur préparer le match. Donc il faut préparer son corps, préparer sa tête, bien manger, se reposer. Et j'avais l'impression souvent de gâcher ma jeunesse, en fait. De gâcher ma jeunesse pour un objectif extrêmement égoïste, en fait. Et je me suis pas bien senti à ma place. Et ça s'est pas bien passé. Ça ne vous empêche quand même pas de gagner en 2009 le tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. C'est quand même très très bien. Et alors fin 2015, donc, vous jouez à ce moment-là en Italie pour le club de Moliano. Donc, et vous rentrez à Paris pour voir des amis, pour voir votre sœur, pour voir votre famille. Et vous voulez vous faire un petit resto avec des potes. C'est le programme du 13 novembre 2015. Ce jour-là, vous retrouvez vos potes, Aïda, Bastien, Laura et votre sœur Alice, à votre QG de la rue de Charonne qui s'appelle le Pause Café. Vous avez sélectionné 5 endroits pour aller dîner. Le Petit Cambodge était le dernier sur la liste, mais vous finissez par y aller. Pourquoi? Parce que j'avais envie de manger des nems. Ah. Et que c'est les meilleurs. Ah voilà. Ouais. Et là, alors que vous êtes devant le restaurant, l'horreur éclate, à 21h25, devant le feu des Kalachnikovs, vous vous jetez au sol. Et là, vous recouvrez le corps de votre sœur, de votre corps pour la protéger. Vous prenez 3 balles. Une dans la cheville, une dans la cuisse, une dans le poumon. Et votre sœur Alice en prend une dans le poignet. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous dites, je me jette sur elle pour la sauver elle, tant pis, je vais y passer, mais je la sauve? Ça a été instinctif, en fait. C'est très dur. Je n'explique même pas, même dans le livre, en fait, je n'explique pas ça parce que c'est quelque chose qui s'est passé. Je pense tout simplement qu'on a des réactions animales quand on se trouve dans des situations extrêmement dangereuses. Et l'instinct a parlé pour moi. Ça. Donc, j'ai eu cet instinct qui nous a permis de nous sauver tous les deux. Je remercie cet instinct. J'ai du mal à l'expliquer. C'est-à-dire que vous acceptez votre mort si votre sœur survit. C'est ça l'histoire, en fait. Oui, c'est à peu près ça qui s'est passé dans ma tête. Je ne pouvais pas imaginer que nous mourions tous les deux. Ouais. Je me suis dit, ça va, 2 non. Là, vous êtes au sol, vous perdez beaucoup de sang. Et dans l'appartement au-dessus du Petit Cambodge, miracle quand même, il y a Serge Simon. Serge Simon, qui est une star du rugby, évidemment, qui est devenu médecin, qui regarde par la fenêtre, qui descend en courant. Et là,
vous vous rappelez de sa voix comme si sa voix était sortie d'un mégaphone. Il dit « Je suis médecin ». Vous reconnaissez Serge Simon ? J'ai reconnu sa tête. J'ai reconnu sa tête. Moi, j'étais déjà en mauvaise posture. C'est ma sœur qui l'a appelé. J'ai ouvert les yeux, il y avait sa tête devant moi. Et il m'a dit je m'appelle Serge, je l'ai reconnu tout de suite. Là, votre état se détériore beaucoup. Vous n'arrivez plus à garder les yeux ouverts. Vous partez très loin. Vous ne sentez plus rien. Et vous lui dites à Serge Simon, écoute, Serge, c'est maintenant ou plus jamais. Parce que vraiment, voilà, il fallait qu'il s'occupe de vous. Là, il se redresse, il attrape un brancard. Bref, il vous sauve la vie, quoi. Ouais, il a été exceptionnel. Ouais. Il a été exceptionnel. Il a su diriger les premiers gestes, les premiers soins. Il a su diriger mes amis, mettre les mains aux bons endroits pour... Ouais. Donc, il a su gérer les premiers moments. Et ça aurait été compliqué sans lui. Alors, votre copine Aïda vous accompagne aux urgences. Elle sent que vous partez. Elle vous met une claque, elle dit « Moi, je sais que tu as le mental. C'est maintenant qu'il faut le montrer. » J'ai des souvenirs très, très flous de ces moments-là. Ouais. Mais j'ai pris une bonne tarte, ouais. Et puis après, c'est l'interminable reconstruction, les opérations qui s'enchaînent. 5 côtes pulvérisées, le sternum ouvert en 2, cerclé par 8 fils de fer, des tubes de 2 cm de diamètre, entrant au niveau des abdos et des côtes, 60 agrafes dans le dos et dans la poitrine, des mois en fauteuil et avec des béquilles. J'ai passé 5 mois sans pouvoir poser le pied à terre. Ça a été un long parcours. Ouais. Je dirais même une formation accélérée pour beaucoup de choses. Ça a été une lutte interne, une lutte pour mon entourage aussi. On a fait ça ensemble, on a su prendre bataille après bataille à chaque fois, retourner à l'hôpital, recommencer. Et j'avais un objectif bien précis en tête, donc ça m'a permis de garder le cap. Sans compter les maux de tête, les hallucinations, enfin voilà. Les hallucinations, c'était dû au traitement ou au choc psychologique? Le choc psychologique, le traitement très très lourd, et aussi les cauchemars, les effets, disons, du syndrome post-traumatique, précisément. J'ai l'impression d'avoir touché des zones de l'inconscience qui sont rarement atteintes, en fait. Il y a des moments où j'essaye de décrire ça dans le livre. Pas du tout pour m'apitoyer. Et de toute façon, le livre est totalement étranger à la moindre plainte. Mais simplement pour témoigner de ces moments qui sont spécifiques aux blessures très graves, et aussi essayer d'expliquer, de trouver des enjeux plus universels que l'on vit tous à travers cette expérience hors du commun. Voilà. Vous dites, je me gorgeais de musique à l'époque, et il y a un morceau que vous écoutez très souvent. Je veux atteindre le nirvana, Domenico boîte et clic boum, aussi vite que c'est là. Je veux atteindre le nirvana. Alors donc à l'époque, vous les rejouez au rugby, vous les rejouez vite au rugby, puis il y a un an, vous décidez de renoncer au rugby, c'est le plus dur, ça, non? J'ai accepté l'inévitable. C'était ça, je pense que je voulais aller au bout du chemin, absolument. Je ne voulais pas laisser quelqu'un décider de ma vie et décider de mon parcours. Et j'ai voulu retourner sur le terrain en me disant, même si c'est 5 minutes, au moins j'ai bouclé la boucle et c'est moi qui décide de l'arrêt de ma carrière. Ouais. Mais après 1 an et demi de lutte, d'opérations incessantes, de douleurs, et puis je commençais à me rendre compte que je me battais contre moi-même, en fait. Ouais. Je me battais contre mon propre corps, je luttais avec le mental, mais mon corps m'envoyait des signaux importants. Et genre, ça suffit. Ouais, il y a eu des moments très très difficiles. Ah, oui. Et j'ai eu peur de... Ouais. Je pensais que vraiment ce chemin difficile allait m'amener jusqu'au terrain, et en fait il m'a amené jusqu'à l'acceptation. C'est déjà quelque chose. C'était déjà quelque chose. Je suis maintenant heureux de ne pas avoir lâché, simplement. C'était important pour moi.
Alors avant de se quitter, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un documentaire qui s'appelle Alice et Aristide, un documentaire de Laetitia Kroupa qui a été diffusé sur la chaîne L'Équipe et qui est produit par Victor Robert, qu'on salue. On regarde. D'ailleurs, ça me fait bizarre de marcher dans les Caraïbes. Ouais. J'ai l'impression de marcher sur du sang. Ouais, parce que c'était la première fois que tu rentrais dedans. Alors que moi, j'étais rentré avant. Ce qui est incroyable, c'est qu'à quelques mois après, la vie reprend. C'est inarrêtable. Tu peux. Toujours. Le pire des horreurs, le pire des fracas, il y aura toujours quelques mois après une herbe qui va pousser, une fleur qui s'en fout, quoi. Parce que c'est inarrêtable. La vie est inarrêtable. Voilà, on vous voit donc avec Serge Simon. En fait, c'est des amis, c'est un de ses amis d'enfance, de son enfance à Nice, qui habite là, qui travaille à la télé désormais. Et il était chez eux comme tous les vendredis soirs, puisqu'il animait une émission de radio. Et il était là, voilà, simplement. Ça, j'essaye même pas de me l'expliquer, j'y pense jamais. C'est incroyable. C'est beaucoup trop, ouais. C'est beaucoup. Et on passe maintenant à notre TTU de la semaine. Michel Fugain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité TTU, mais vous êtes aussi notre invité. Ça fait plaisir de te revoir. Merci Thierry. Merci. On s'est pas vu depuis 16 ans. Oh la vache. Ça fait une paye. Alors avant de commencer, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas qu'on aborde? Qu'on commence par ça? Mais non Thierry, vous pouvez prendre tous les sujets que vous voulez. Eh bien, très bien, monsieur Fugain. Alors Michel, vous avez 75 ans. Il y a une double page sur lui, il a un big bazar. Hein. Alors Michel, vous avez 75 ans, est-ce que c'est faire comme l'oiseau qui maintient en forme? C'est pas ça, parce que l'oiseau il perd des plumes, perd des plumes au passage, mais c'est une sinusoïde un peu particulière, mais j'ai adoré ça. Alors notre époque est quand même dingue, parce qu'à 75 ans, on peut se faire la coupe d'Eminem sans aucun problème, quoi. Hein? On regarde. Vous vous dites quoi en voyant ces deux photos, sérieusement? Il y a 40 ans... On voit son fils. Ouais. Son fils lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah oui, c'est la même chose. Le même. Et maintenant, mesdames, messieurs, attention, ça va commencer. Musique. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. C'est un beau moment, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et comme l'oiseau, sa vie est pure et l'eau fraîche, un oiseau. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez notre fauteuil bien tranquillement. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête.
fête. Toutes les acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à Titon, la faute à Napoléon. Là c'est la vie qui va. Viva la vida. C'est la compil la combat. Viva la vida. Et voilà, Michel Fugain. Ici, la voix. J'ai la réponse au blind test. Je pense qu'il s'agit de Michel Fugain. Oui. Je n'en connaissais aucune. Je sais jamais où me mettre, moi, quand on fait un truc comme ça. C'est extraordinaire, non, mais c'est génial. Qui peut aligner ça, quoi? C'est il y que en a des d'autres chansons encore. qui nous ont rendus heureux, qui nous rendent encore heureux aujourd'hui. Je me demande si les chansons n'étaient pas mieux sous Giscard, personnellement. Alors, il y a une reprise d'un de vos tubes que j'adore. C'est encore Emmanuel Macron, qui, après avoir fait jouer Daft Punk par la musique Oui, de la garde ça, républicaine j'adore. lors du 14 juillet, a fait jouer une chanson de vous, C'est la fête. Ouais. Est-ce que vous étiez au courant? Absolument pas, non, non, non. C'est génial, alors, c'est la Mais consécration. Trump faisait la gueule, il n'a pas du tout aimé la Corée. Oui, il n'aime pas la Corée du Nord, oui. Mais j'étais au petit-déj, j'étais en train de prendre mon petit-déj, et j'entends ça. Je me retourne, ma bonne femme, elle était en train de pleurer. On peut dire ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais faire jouer Daft Punk et Michel Fugain le jour du 14 juillet. On peut dire ce qu'on veut de Trump, mais quel con quand même. Oui, ça, oui, c'est sûr. Et en tournée, vous chantez vos tubes, quoi. Eh ben, ça prend déjà de la place. Hein. Ah ouais. Ce qui veut dire qu'à 75 ans, vous continuez à faire de la musique sur scène très régulièrement. Tout le temps. C'est rassurant pour moi. J'ai pas arrêté. Quand on n'est pas dans la sphère médiatique dont on parlait tout à l'heure, les gens ont l'impression que vous êtes mort. Non, les gars, je suis pas mort. Et tout va bien. Car il bande encore, car il bande encore. Bon, alors la deuxième raison de votre présence ici ce soir, c'est le disque Hommage qui a été fait donc pour fêter vos 50 ans de carrière. Les artistes de la nouvelle génération se sont retrouvés sur un album intitulé Chante la vie chante, qui est sorti le 12 mai 2017 pour votre anniversaire. Il y a Corneille, il y a Patrick Fiori, il y a Chimène Badi, il y a Ben, l'Oncle Soul, il y a Kids United. Enfin, que des gens qui n'auront pas 50 ans de carrière. Non. Non, et d'ailleurs, je suis absolument pour rien dans cet album. Oui, vous l'en fait écouter avant ou pas? Non, il y a des trucs auxquels j'ai participé, donc je savais comment c'était fait. Et par exemple, ils ne savaient pas faire le début d'Attention, mesdames et messieurs. Ah ouais. Donc je suis allé le faire. Ah ouais. Je vais là. Alors Michel, vous êtes né le 12 mai 1942 à Grenoble, après avoir été conçu dans le parloir d'une prison pétainiste. À l'infirmerie. Votre père, qui est un grand résistant, pendant ses études de médecine, était visité par votre mère. Il a été mis en cabane par Pétain, enfin, le régime de Pétain, comme communiste. Il a foutu tous les communistes, il était communiste jusqu'à Budapest, quoi. Et comme il était étudiant en médecine, les mecs ne sont pas cherchés plus loin, ils lui ont donné les clés de l'infirmerie. Ah ouais. Et donc, il a reçu ma mère à l'infirmerie et il a entrepris un jour ma mère. Voilà. Il a fait un môme et c'est moi. Alors, c'est vrai que votre père donc, avait été arrêté en 1941 à Vichy pour diffusion de propagande communiste, un grand résistant. Ensuite, il s'est opposé à la guerre en Corée, à la guerre en Indochine. Il a milité pour l'indépendance de l'Algérie en soutenant le FLN. Pas étonnant que vous ayez voté pour Mélenchon.
Ouais, mais j'ai voté pour Mélenchon, parce que, et puis il n'y a pas de secret, mais je serais encore plus radical que ça, oui. Ouais. Je pense qu'il faut bousculer très très fort notre pays, changer de république, ça c'est à peu près sûr, parce que c'est une république qui est usée et qui a été faite pour un grand homme, et il n'y a plus de grands hommes. Il n'y a plus de grands hommes, on n'a que des petits hommes maintenant. Donc, boum dans ta gueule. Je pense que Nicolas Dupont-Aignan aime un peu moins les chansons de Michel Fugain, non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça, je m'en fous éperdument. Je m'en foutrais éperdument. Je ne suis qu'un citoyen, moi. Tu me demandes mon avis, je donne mon avis. Alors, pour en revenir à Macron, vous avez dit il n'osera pas s'attaquer aux banques, mais s'il le fait, j'irai l'embrasser sur la bouche. C'est que vous êtes trop jeune pour lui, quand même. Oui, je sais. Je sais, mais il y a un truc qu'il faut absolument faire, et tant qu'on ne le fera pas, vous serez tous tenus par les couilles, c'est la séparation des banques, c'est-à-dire redevenir banque de dépôt et banque d'affaires. On est d'accord là-dessus. Sauf que personne ne le fait. Personne ne le fait. Il faudra faire. C'est bien. Dernière question, Marie, comment ça va, Marie Fugain? Ma fille Marie, elle est au théâtre, je l'ai vue hier soir. Elle est au théâtre, elle est magnifique, elle est archi bonne. À quel était? Elle est dans une pièce qui se monte à la Comédie Coumartin. Ça s'appelle Bouquet Final et ma fille est une des fleurs de ce bouquet final. Bon, maintenant en hommage à Lucchino et Victorio, vos jumeaux, on va faire une interview maman. Alors maman, oui. Comment on fait des bébés, maman? Demande à ton père, il sait très bien faire. Enfin, il sait très bien expliquer, pardon. Ah oui, d'accord. Ah, il sait faire aussi, non? Bah oui. Il est bon? Parfait. Ah oui, vous êtes contente. Il va être content que je parle de lui comme ça. Ouais. Maman, comment un avion, ça peut voler? Avec des ailes, des réacteurs et un pilote. C'est mieux. Non. C'est mieux. Vous leur dites ça, vos gosses? Déjà, c'est pas comment on fait des bébés, alors. Maman, vous faisiez quoi tous les deux avec papa tout nu hier soir? Vous trouvez pas nos pyjamas? Ah oui, d'accord. Maman, pourquoi on dit que la dame blonde qui s'appelle Marine, elle est méchante? Parce que mes chéris, elles s'obstinent à véhiculer un lourd héritage. Elle s'obstine à véhiculer, les gosses ont 5 ans quand même. Mais ils sont très intelligents. Ils sont super avancés, les gosses. Ah ouais, très. Maman, pourquoi les filles, elles n'ont pas de bite? Parce qu'elles ont préféré avoir un cerveau. Ah. Maman. Oui, je t'écoute, chérie. Oui, ça veut dire quoi, prostituée? Une amie de papa. C'est une... Voilà. Je reconnais que Michel Simès est un très bon père, évidemment. Maman, c'est quoi un migrant? Il est à moitié petit, à moitié grand. Maman, pourquoi le monsieur, il a plus de cheveux? Parce qu'il a trop de répartie, ça brûle le cuir chevelu. Ah, ouais, c'est vrai. Quand ça chauffe trop, ça fait tomber les cheveux. Mais enfin, t'en as gardé un peu quand même. Hein, Ils sont numérotés, hein, je sais exactement combien il y en a. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à nos T'es au top du top de la semaine. Ce soir, je reçois donc Isabelle Mergo et Gérard Jugnot, les deux stars de la pièce La raison d'aimer. Vous êtes ici donc pour faire ensemble la promo de la pièce. Oui. Oui. Faites tout à deux en ce moment. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est... Mais moi, je vois à mon âge. Mais pourquoi tout faire ensemble comme ça? Pour que personne ne croie qu'il a le premier rôle, on doit tout faire pareil. Non, voilà, très bien. Très bien.
Alors, Isabelle Mergo, Gérard Jugnot, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes donc ensemble à l'affiche de la pièce La raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. Est-ce que vous pourriez nous faire le pitch de la pièce? C'est l'histoire d'un homme qui a épousé une fille beaucoup plus jeune que lui et qui croit qu'elle est amoureuse de lui. Alors mais le ton. Alors qu'elle en veut qu'à son argent. À son argent. Sa conscience. Et sa conscience va venir lui parler pour l'aider à retrouver la raison. Retrouver la raison. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller voir cette pièce? Parce que c'est une pièce formidable. Et que nous devrions de monter sur scène ensemble un jour. Ah oui. Que pensez-vous l'un de l'autre? Je pense que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est un plaisir de jouer avec. Mais, si vous deviez dire un mot aux millions de téléspectateurs qui nous regardent tous les samedis, que leur diriez-vous pour qu'ils aillent voir cette pièce? C'est une pièce originale avec deux grands acteurs au sommet de leur art qui posent de vraies questions essentielles, l'amour, l'argent, et qui est très drôle. Qui est très drôle. C'est vrai. Alors, entre nous, qui est la vraie star de la pièce? C'est moi. Alors, La raison d'aimer, une pièce d'Isabelle Mergo, non pas mise en scène, mise en espace. En espace, oui. Parce que la mise en scène, je ne vais pas dire à Isabelle Mergo comment elle doit jouer, donc on peut parler de mise en espace. Mise en espace, ouais. Espace, ça fait bien, ça fait théâtre public. Ça fait théâtre de qualité? Théâtre subventionné. C'est un pauvre vaudeville que j'ai essayé de remonter. Voilà, oui, c'est un mauvais texte. Alors, mise en espace de Gérard Jugnot, avec en plus Anne-Sophie Germanaz, Philippe Beglia. C'est au Théâtre des Nouveautés. Alors, le pitch, évidemment, Gérard, vous venez d'épouser une jeune femme de 29 ans, votre cadette. 30. Non, mais ça, c'est dans la vraie vie, ça. Oui. Il mélange tout. Tu veux une soupe? Vous ne voyez pas qu'elle en veut à votre argent. Et là, votre raison débarque pour vous ouvrir les yeux. Et la raison, oui, je sais, c'est difficile à croire. La raison, c'est Isabelle Mergo. Oui. Vous êtes la raison, vous. Oui, oui, je le conseille bien, même si je vrille un petit peu et que je suis en fait jalouse de l'amour qu'il a pour elle. Elle est jalouse du cœur. Et là commence une battle entre le cœur et la raison. Va-t-elle vous convaincre de refuser finalement l'amour ou le pseudo-amour de cette jeune fille? C'est du boulevard, mais aussi une tonalité un peu douce amère à la fin quand même, quoi. C'est pas, pas juste de la blague. Il y a du cœur, comme tout ce qu'écrit Isabelle. Je trouve Isabelle, elle écrit à la fois des choses extrêmement drôles, et en même temps, derrière, quand le masque tombe, on voit des... Mais elle aime pas qu'on le dise, ça. Elle déteste ça. De toute façon, en règle générale, j'aime pas qu'on parle de moi. Non, j'aime bien. Elle m'a dit, c'est la dernière fois que je fais de la promo. Ouais. C'est la dernière fois que je fais de la télé. Et elle t'a choisi toi, Thierry, pour sa dernière émission. Non, mais la prochaine fois, elle va revenir, parce que nous, on a des relations qui n'ont rien à voir avec les autres. Je sais. Mais non, ça n'a rien à voir par rapport à son physique. Alors non, je ne veux plus pareil. Regarde-toi comme t'es belle, regarde-toi. Une question, Isabelle, la raison est-elle forcément féminine? Non, pas forcément. Non. Mais j'avais envie de le jouer. Alors, sinon, c'est l'oraison. L'oraison funèbre. En tout cas, j'imagine que l'idée d'une femme qui vient en permanence vous dire ce que vous devez faire, pour beaucoup d'hommes, ça s'appelle le mariage. Oui. Alors, il y a un truc que je comprends pas dans la pièce. Vous croyez vraiment que la raison d'un mec de 66 ans lui dirait de ne pas coucher avec une fille de 30 ans? De moins que lui. Non, il lui dit pas ça. Il dit, méfie-toi, elle veut te tuer. Oui, méfie-toi, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons qu'il est avec toi. Elle veut bien... Moi je m'en fous qu'il couche avec, mais... Non, elle est jalouse. Oui, je suis un petit peu jalouse, mais voilà, je lui ouvre les yeux, c'est tout. Parce que la raison n'a pas de sexe, c'est comme un ange. D'ailleurs, Gérard, on y arrive. Oui, Gérard, vous venez d'épouser une jeune femme qui a 30 ans de moins que vous. Est-ce que quand vous avez lu la pièce, est-ce que vous avez tiqué? Est-ce que vous avez dit non mais c'est incroyable? Non, c'est tellement pas ma vie. Non, c'est vrai, je suis extrêmement heureux et cette femme. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec votre vraie vie, quoi. Ah non, ça n'a rien. Rien du tout, d'accord. Enfin, c'est vrai qu'elle est un peu inquiète. Ouais, vous n'êtes pas dit, par exemple, que Isabelle était en train d'essayer de vous faire passer un message, par exemple? Non.
Et pourtant. Pourquoi vous lui avez pas dit directement? C'était la peine de faire une pièce pour lui dire ça? Bah oui, parce qu'en même temps, je gagne de l'argent. Ah, voilà, oui, c'est pas oui, mal. c'est vrai. C'est dommage que vous n'ayez pas été la raison de Gérard Jugnot au moment des Bronzés 3. Pourquoi? Vous lui auriez dit de ne pas faire le film. Et elle aurait eu tort parce qu'il y a des tas de choses formidables dans ce film. Et voilà. Vous le Prends ça reverrez ta dans gueule, 20 ans. Ardisson. C'est un grand film crépusculaire. Voilà, et l'autre. Moi, j'ai adoré Aimer à n'en savoir que dire. La pièce est épatante, hein, mais... Épatante. Isabelle, épatante, j'adore ce mot. Ouais, et Isabelle est rigolote. Et rudement basse. Mais attendez, C'est poilant. C'est poilant, elle est basse. Isabelle Mergo qui donne des conseils d'amour, c'est un peu la science-fiction quand même. Non. Pourquoi pas? D'abord, Gérard, vous qui la connaissez bien, maintenant, vous la connaissez depuis longtemps, mais là, vous bossez avec elle, est-ce que vous comprenez pourquoi aucun homme n'a jamais laissé sa brosse à dents chez elle? parce qu'il se lave pas les dents. Ah ouais. C'est peut-être que vous fréquentiez des gens qui n'avaient pas d'hygiène buccale. Mais peut-être. Ou qui n'en avaient plus. Mais j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Voilà. Non, mais c'est pas un reproche. Je suis sûre qu'il y en a plein. Mais chez elle, il y a quand même des verres avec du stéradent pour les... Pour les invités. Pour ses invités. Vous en êtes où alors? Chaque fois que vous venez, on fait un petit point, un petit bilan. Vous en êtes où là? Ah, là, je travaille beaucoup. Ah ouais, d'accord. Non, devant mon ordinateur, quoi. Ouais, non, j'ai pas de place pour de vie sexuelle. J'ai appris un truc de ouf. Oui. C'est que Laurent Ruquier... M'a demandé en mariage. Non, mais c'est dingue. Ouais. Il y a 2 hommes qui m'ont demandé en mariage. Il y a le Verrier. Oui. Et tous les 2 étaient bourrés. Ah le ouais. lendemain... Le Verrier était bourré aussi. Ouais. Et Laurent aussi. Maître Verrier, il était. C'était un mec qui était... Ah, c'est lui qui a soufflé dans le... Non. Laurent Ruquier. Oui, il a voulu m'épouser. On était dans une grande solitude, tous les 2. On était dans des déboires sentimentaux et il était un petit peu... moi aussi, on avait un peu picolé. Et je lui ai dit d'accord. Et le lendemain matin... Il a baisé Christine Bravo, comme quoi. Non. On est restés chacun... alors, on est rentrés chacun chez soi. Et puis, le lendemain, moi j'avais dégrisé, mais j'étais d'accord. Elle a été choisir une robe? Et je l'ai appelé, je dis bon, alors écoute, d'accord. Il me dit, attends, il faut réfléchir. On s'est emballé un peu vite. C'est là parce que j'ai joué Une nuit d'ivresse avec Isabelle Mergo. On a joué un extrait de Nuit d'ivresse pour une soirée spéciale qu'avait fait Palmade. C'est cette histoire-là, en fait, quand on a joué Nuit d'ivresse ensemble. Mais oui, c'est un truc que tu avais c'est vrai que ça me poursuit. Mais oui, fou, tu as ben. raison. C'est fou. Les grosses têtes. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer récemment. Dans les grosses têtes, on regarde. Vous avez l'air en colère contre Laurent Baffy, Isabelle Mergo. Je ne boirai plus jamais un coup avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ce matin, j'ai pris un café avec lui et puis... Avant l'émission? Ouais, et puis il est parti et puis de loin, il m'a dit « Merci pour la pipe !» Laurent, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il est classe. Si on peut pas faire chier ses potes, on va faire chier qui? Elle était rouge de honte. Ah ouais. Mais tu étais déjà dans la rue. J'ai hurlé ça dans la rue. Moi, j'étais à la terrasse toute seule et il me dit ça de très loin. Ah non. Non, mais attends. Ah non, c'est Mais fini entre nous. Non, terminé. Alors, tant qu'on est dans les archives, j'en ai une autre. C'est Junio et Baffy, mais il y a beaucoup plus longtemps. Ta plus grosse perte? Oh, c'est... C'est les cheveux. Là, Gérard, vengez-vous. Faut jamais se foutre de la gueule des chauves. La vie s'en charge. Là, vous savez, la grandeur, c'est le moment d'en profiter, là. Non, je suis au-dessus de ça. Au-dessus de ça. Il y a une soupe. Quand j'étais petit, il y avait cette phrase quand on disait le train de ta connerie, il roule sur les rails de mon indifférence et s'arrête à la gare de mon mépris. Ah. Alors, Gérard, vous êtes devenu chauve. Oui, ça, il y a longtemps. Non, Laurent vous a rattrapé. Vous êtes devenu une star à la mode puisque ça y est. Vous êtes invité au défilé de la Fashion Week en compagnie de Patricia. Et ici, nous voyons notre ami
Gérard Jugnot chez Jean-Paul. Ben oui, j'aime beaucoup ça. Jean-Paul Gaultier. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Ben oui. Patricia a changé votre vie. Quand je pense que. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, ce qui me fout, c'est que je suis heureux pour vous, en vérité. Parce que je me souviens avant, au réveillon 2013, quand vous étiez chez François Hollande, avec Valérie Trierweiler. On a une photo, d'ailleurs, de ce réveillon. Voilà. Et on passe tout de suite à notre Théo top du top de la semaine. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Non, non, non. C'est beaucoup comme musique. C'est pas pour moi. C'est pour toi. Ah. C'est pour toi. Bah, c'est pas pour l'autre blaireau, hein. Pas pour moi. François Damiens, bonsoir. François Damiens. C'est vrai que même vous savez pas quel est le nom, quel est le prénom, en fait. Non. Non. Non, en fait, je suis originaire d'Amiens, en France. Ouais, François Damiens, voilà. Bon, c'est pas... Non, c'est vrai. Pourtant, on dit Amiens et moi, on dit Damiens. Alors, François Damiens, j'adore vos caméras cachées. Vraiment. J'ai toujours été très, très fan de vos caméras cachées. Il y a une que je préfère, c'est celle où vous faites croire à Louane que vous êtes sourd-muet. Ouais. Ah, c'est la meilleure. Formidable. Formidable. Alors, votre vocation d'emmerdeur professionnel se révèle dès votre prime enfance. Vous attachez les cartables avec des cadenas, vous mettez des verres d'eau sur les portes, vous faites des canulars téléphoniques. Le jour où vous avez un boulot, votre patron vous dit « il vaudrait mieux que tu restes chez toi », vous allez au conservatoire et le prof vous dit « il vaudrait mieux que tu restes chez toi ». Donc c'était un peu récurrent, cette histoire de « il vaudrait mieux que tu restes chez toi » quand même, non? Ouais, non, c'est vrai. Et là, vous êtes devenu stagiaire, donc sur Striptease. Et c'est là que vous inventez votre personnage de François Lambrouille, le héros de vos caméras planquées. On regarde à quoi ça ressemble. Non, non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Attends, parce que si tu bouges après ça... C'est tatoué, là? Ouais. Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi, ça? C'est un élan. Mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas me l'enlever? Bah non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Fais pas un truc à main levée, comme ça, sur le corps. Quand tu mets une chemise, on le voit pas, hein. Oui, faut l'imaginer comme ça. Non, mais attends, mais écoute-moi, mais ça ressemble à rien, quand même. Et tu travailles à Bruxelles ou tu travailles... Là, je travaille à Bruxelles, ouais. Voilà. T'es dans quel secteur? Secteur, hein? Dans le même secteur. Toujours dans le même secteur. Et quelle activité? Dans le secteur. Dans le secteur? Ah ouais, c'est bien. On m'a dit dans quel secteur tu veux travailler, j'ai dit d'accord, ils m'ont engagé. Ah oui, c'est chouette, ça. Ouais. Vous savez que vous n'avez pas le droit de rouler avec des planches comme ça, hein? Vous n'allez pas me verbaliser. Je peux pas vous laisser aller sur l'île de Ré avec ça. Il y a 80 000 personnes sur l'île de Ré maintenant, vous donnez un coup de frein avec ça, il y a toutes les planches qui foutent le camp. Écoutez, si on me laisse passer, on ne me laisse pas passer, c'est tout. Vous me donnez 10 euros et... Non, c'est niette. Le chantage, je ne céderai pas au chantage. Ce genre de chantage, sûrement pas, monsieur. Et ça va pas se passer comme ça. Non, mais c'est une plaisanterie, hein? Mais non. Je ne me fais pas racketter. Ou vous me laissez passer, ou je vais déposer plainte maintenant. Je ne céderai pas à ça. Non, alors là, c'est la meilleure. Alors, est-ce qu'on me laisse passer, oui ou non? Vous savez pas quelque chose à donner, une... Je ne savais pas que ça faisait aussi mal d'être une femme, en tout cas. Et normalement, à partir du mois de septembre, je vais commencer à avoir mes règles aussi. Ah bon? Ça va être quelque chose, hein. Ils m'ont dit que mes seins allaient encore plus gonfler. C'est pas trop gros. Non, plus gros, je préférerais plus gros. C'est des faux, hein? Regarde, ça, on va directement chez des faux. Ah non, c'est ça, juste ça. Non, je veux pas que les gens disaient que... Regardez, on va faire comme ça. Ça. Ensuite, il y a le cinéma, OSS 117, Dick Neck, L'Arnaqueur, et ça. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. La famille Bélier, 8,5 millions d'entrées.
Vous avez dû faire du blé. Qu'est-ce qu'ils font, les Belges, pour pas payer d'impôts? Ben, on déclare pas tout, quoi. Ah, d'accord. Parce que nous, on va en Belgique, mais vous y êtes déjà. Non, on s'arrange entre nous, quoi. Entre Belges, oui. On travaille pas avec des tables en verre, quoi. Vous avez été nommé 2 fois au César. Chaque fois, vous aviez préparé un discours, et puis vous n'avez pas eu le César. Ouais. Et pourtant, Les Cowboys, j'étais venu en parler ici, c'est un film de Big Gain que j'aimais beaucoup. Mais la grosse déception, c'est même pas ne pas avoir le César, c'est ne pas faire le discours. Ouais. Mais il y en a un qui était bien quand même. C'était un discours de remettant, mais il était super. On regarde. Merci infiniment. Je suis extrêmement flatté, honoré de remettre ce César des courts-métrages. Mais avant tout déçu aussi, oui. Parce que derrière un film, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas que de l'arnaque. Tout ça, c'est fait sans prompteur. Moi, je peux regarder en haut, hein. J'ai pas besoin de ça. Hein. On s'est donné un mal fou, on y a cru. On nous a fait croire qu'on avait une chance. Et j'ai l'impression qu'on est peut-être victime d'un complot. Ça fait mal. Le discours est top. Il n'y a pas besoin d'avoir un César pour faire un bon discours, tu vois, il est extraordinaire. Et là... Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille. François Damiens est ici ce soir pour Monquête, votre premier long métrage, entièrement réalisé en caméra cachée. Vous dites, j'adore jouer des comédies avec des gens qui, eux, ne sont pas au courant, en fait, qui jouent. On ne peut pas être plus juste que dans le réel, parce qu'on est dans la vraie vie, quoi. Ben, oui. Ben, oui, je pense que c'est vrai que les acteurs ou les actrices, ils essayent de tendre à être le plus proche possible de la réalité. Mais tandis que quand quelqu'un ne sait pas qui joue, ben, il ne sait pas jouer mieux. C'est génial. Et donc c'est même plutôt moi qui ramais pour essayer de... Parce que jouer aussi bien que... Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Monquête, donc ça veut dire mon fils, en belge. Oui, c'est ça. C'est la projection un peu du père sur son fils. C'est un peu... Il essaie de transmettre en fait ce qu'il a pas reçu. Donc il essaie de le faire réussir là où il a échoué. C'est l'histoire d'un homme qui s'évade de prison en hélico pour retrouver son fils de 15 ans. Et à partir de là, les caméras cachées s'enchaînent. Donc à l'école, il y a le guérisseur, il y a les beaux-parents. C'est vraiment très drôle. Franchement, c'est très réussi. Non, mais j'espère que les gens vont comprendre que je suis tourné en caméra cachée. Je suis sûr. Parce que j'ai fait une interview la semaine passée pour un grand quotidien. Il me demande à la fin, la sœur au micro, il me dit et les beaux-parents, ils sont piégés. Je fais oh. J'ai peur qu'on ne comprenne pas en fait que tout est tourné en caméra cachée et surtout qu'il n'y a pas de fausse caméra cachée. Quoi. Pour chaque séquence, donc 12 personnes ont été piégées et vous avez gardé la meilleure. Il y a eu 300 personnes piégées pour faire le film. Il y a 7 caméras, des caméras cachées à 7 caméras, c'est quand même du luxe. Et Ici la bois. Oui. Oui, Thierry, à quel moment vous allez révéler à François Damiens que toute sa séquence sera coupée au montage? Parce que là, il a l'air d'y croire, ce con-là, ça fait de la peine. Dans le film, il y a 25 acteurs qui jouent donc à leur insu, une équipe de 40 personnes, vous n'aviez jamais eu ça, quoi. Non. Mais c'est ça qui est un peu flippant. Parce que à la télévision, on est 6-7, donc si on se plante, on recommence le lendemain. Tandis que là, 45 personnes, et puis je sais pas si les gens vont venir. Au-delà de la performance technique et artistique, c'est un film sur la paternité, en fait. Vous dites, c'est le thème des pères qui essaient de faire de leur mieux pour élever leurs enfants, mais qui, au final, font tout le contraire. Et en regardant, on sait que c'est le gamin qui va morfler, quoi. Ben oui, il essaye de sortir de prison pour retrouver son fils parce qu'il se dit que son fils est mal entouré. Et en fait, il va juste lui donner de l'amour et du temps et tout le reste, ben, il va lui apprendre à fumer, lui apprendre à boire, le déscolariser, enfin, la vie, quoi. Vous faites un Danny plus vrai que nature. Mais ça vous fait pas peur de voir à quel point vous jouez bien les cons? Non, mais je les observe depuis toujours. C'est ce que je préfère. Je préfère être avec un con que seul, quoi. Là, tu vas avoir de l'inspiration aujourd'hui. Alors, Danny, le personnage que vous jouez, donc, ce que vous appelez un baraki, c'est-à-dire un mec en marge, sans foi ni loi, qui a aucun filtre et qui dit tout ce qui lui passe par la tête, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il est ni au-dessus ni en dessous des lois, il les ignore. Il est ailleurs, vous dites, c'est un cow-boy qui navigue entre la prison, la cavale et la liberté. Voilà, en sachant que sa vraie place, c'est en prison. C'est pas normal quand il est à l'extérieur. Alors,
Comme vous êtes quelqu'un de... pas très net. Non. Ça, je le reconnais, je suis pas blanc. Non, vous êtes... plutôt rouge. Vous n'êtes pas blanc-bleu, quoi. Vous êtes un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis pas tout net. Non, mais c'est vrai. Je vais vous mettre en observation dans un hôpital psychiatrique. On va faire une interview hôpital psychiatrique. Ah, t'as l'air bien touché, toi. T'as le droit de t'approcher des écoles? Oui, bien sûr, j'ai le droit, mais... Je tente pas le diable, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? À la base? Ouais. François. François comment? Damiens. François ou Damien? Bah, tu peux m'appeler Damien. On m'appelait Damien quand j'étais petit, quand je jouais au foot. C'est marrant, t'as un accent, t'es quoi? J'ai une formation de belge. Ouais. Mais c'est parce que t'es belge que t'es là. Ils ont décidé de tous vous enfermer, c'est ça? Ouais, ils ont créé une ligne de train et puis ils nous emmènent tous chez vous. Ouais. Faire le boulot à votre place. Et t'as quoi comme traitement, toi? Arrête, il va être trop défoncé, là. T'as quoi comme traitement? Moi, j'aime bien boire une petite bière. Ah ouais? Et un petit médoc dessus, ça fait plus tourner la tête. Et ça va mieux avec les médicaments, là? Ouais, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, hein? Je me stabilise. Ouais. Mais c'est quoi pour toi, aller bien? Aller bien, c'est être à sa place. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Ah ben là, t'es bien. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ah oui? Oui, donc t'as peur. Ouais, je suis tétanisé, là. Il faut être fou pour être acteur, tu crois? Bah, faut être un peu con, je crois. Ouais. T'es connu, hein, maintenant. Ouais. Ça te rend fou, ça, non? Ouais. Tu parles tout seul, des fois? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles tout seul? Ouais, je fais des tours en voiture et je me parle. Ah oui, ça c'est vrai en plus. Ouais. Tu roules pour rouler. J'ouvre la fenêtre, je me mets un peu en arrière et puis je regarde le paysage qui défile. Tu penses qu'on va te laisser sortir un jour? J'espère, j'aimerais bien prendre l'avion ce soir. Ouais. Ça te dirait qu'on s'évade d'ici tous les deux? Ah ouais, je passerai bien un petit peu de temps avec Viens, ça. allez, on s'évade. Bien. Allez. Alors, je vous dois la vérité, cette interview, nous l'avions enregistrée la veille du drame du Bataclan. L'émission n'avait pas été diffusée. Et comme j'aimais beaucoup l'interview, je voulais que tout le monde en profite, voilà. Et comme tu es producteur de l'émission... Formidable. Formidable. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.